Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. En France, on a une numérisation galopante, on le sait, des services et c'est aujourd'hui une question qui se pose d'un point de vue social et sociétal puisqu'on a des millions de Français qui pourraient rester exclus de cette transition numérique. Emmaüs Connect a décidé de lancer un appel au bénévolat pour répondre à cette urgence numérique. On verra qui peut faire quoi, chacun à son niveau, en ouverture de cette édition. Et puis avec mes deux commentateurs du jour, nous allons débriefer l'actualité, ces actualités qui nous ont fait réagir ces jours-ci. Dans une deuxième partie, je vous proposerai de découvrir une intelligence artificielle qui se mêle d'écriture, romans ou séries TV. Et puis on terminera avec notre chronique Où va le web. Mais d'abord, donc tout de suite, c'est l'interview dans Smart Tech. On parle de cette urgence numérique avec un appel au bénévolat. Le jeudi dans Smart Tech, c'est le grand débrief de l'actu. Qu'est-ce qui nous a fait réagir cette semaine? Eh bien, on va voir ça avec Yann Lechel, le CEO de Scaleway, et Alain Starot, cofondateur d'Artifil. Mais avant ce débrief, on va regarder quelle est l'actualité de la semaine. Et en l'occurrence, c'est Adèle Muller qui va nous la porter avec Emmaüs Connect qui lance un appel au bénévolat face à l'urgence numérique. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors, vous êtes la responsable du bénévolat chez Emmaüs Connect qui a été créé en 2013. C'est évidemment une association qui est membre du mouvement Emmaüs. Vous luttez contre cette exclusion numérique, proposez pour cela de l'équipement mais aussi de l'accompagnement, puisque c'est un sujet, l'exclusion numérique, à la fois de matériel mais aussi de compétences. Et vous parlez d'une véritable course contre la montre qui s'est engagée. Pourquoi ? Tout à fait, parce que fin 2022, le plan Action publique 2022 s'achèvera, ce qui provoquera la dématérialisation complète de tous les services publics en France, ce qui est une super nouvelle pour beaucoup de Français, mais ce qui est aussi très compliqué pour 35% des Français aujourd'hui, puisque c'est ce qui... Vous parlez de près de 14 millions de Français, voilà, qui pourraient se retrouver en exclusion totale face à cette transition numérique de l'ensemble des services publics. Tout à fait. Aujourd'hui, quand on parle de fracture numérique, on parle de deux aspects. On a tout ce qui va être lié à l'équipement et à la connexion, donc le fait d'être équipé d'un smartphone, d'un ordinateur à domicile, de pouvoir accéder facilement à de la connexion. Et puis, on parle aussi des compétences. Il faut aujourd'hui être capable d'avoir une adresse mail, de pouvoir se connecter sur différents sites. Et aujourd'hui, 14 millions de Français se disent en difficulté sur un ou deux de ces aspects-là. C'est pour ça qu'Emmaüs Connect existe aujourd'hui et qu'on agit sur ces différents volets. Et donc, pour vous, on est vraiment dans une situation d'urgence numérique en France. Oui, tout à fait. Pourtant, il y a quand même, à part Emmaüs Connect, il y a quand même pas mal de structures aujourd'hui qui permettent de se connecter à des services publics avec l'aide, par exemple, de la Poste. Enfin, il y a des systèmes d'accompagnement aujourd'hui qui existent. Bien sûr. D'ailleurs, on travaille, nous, avec toutes ces structures-là. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces différentes structures sociales, par exemple, font à la place des personnes. Il y a très peu de structures qui ont le temps d'accompagner de façon individuelle et d'autonomiser les personnes. Et nous, c'est vraiment ça notre objectif. C'est chaque personne accueillie. On souhaite qu'à la fin de son parcours chez nous, elle puisse être entièrement autonome sur le numérique via un équipement et via des compétences numériques de base. Gagner en autonomie, ça c'est crucial. Donc je disais que l'association a été créée en 2013. Quels sont aujourd'hui vos chiffres? Combien de personnes ont été accompagnées? Alors aujourd'hui, on a accompagné 105 000 personnes depuis la création de l'association. On est présent dans 11 métropoles en France et 7 départements ruraux. On travaille avec un grand réseau d'associations, de partenaires, comme par exemple Pôle emploi aussi, puisqu'on va créer des parcours d'accompagnement spécifiques pour les demandeurs d'emploi, notamment. Voilà un peu les chiffres. Parce qu'il n'y a pas que le service public, hein. Il y a l'ensemble des démarches aujourd'hui, l'ensemble de l'économie finalement qui est numérisée. L'accès à l'emploi, c'est un sujet important. Alors, Emmaüs Connect, donc vous lancez un appel au bénévolat. Là, on est en plein dans cette semaine de campagne, hein, pour vous. C'est du 8 au 15 octobre, dans le cadre des journées engagées. Sur le bénévolat, c'est compliqué d'impliquer les citoyens sur la question de l'inclusion numérique ? Oui et non. Ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre qu'en fait, on est tous capables aujourd'hui d'accompagner quelqu'un sur le numérique, parce que finalement, les personnes qui arrivent chez nous, parfois, elles n'ont jamais manipulé un ordinateur.
Et vraiment, on peut être impressionné de se dire, mais est-ce que moi, je suis vraiment capable d'accompagner quelqu'un ? Finalement, on l'est toutes et tous, parce que vraiment, c'est des personnes avec qui il faut lever des freins, des peurs, parfois la peur de se tromper dans une démarche, par exemple, la peur de mal faire. Ouais. Et donc, finalement, on est plutôt sur des compétences de patience, de pédagogie, que de numérique pur et dur. Vous voulez dire qu'on n'est pas obligé d'être un hyper expert du numérique ou du web pour pouvoir devenir bénévole chez Emmaüs Connect ? Tout à fait, tout à fait. Quelles sont les 5 conditions requises alors ? Alors, partager les valeurs Faut avoir du temps. d'Emmaüs Connect et du mouvement Emmaüs, donc des valeurs de bienveillance, de solidarité, une approche aussi très importante, comme je disais tout à l'heure, de ne pas faire à la place de la personne, mais vraiment faire avec elle. Donc être dans cette démarche de pédagogie, de montrer, de rassurer. Ensuite être disponible, évidemment, sachant que Ça représente quoi, oui, concrètement ? c'est très flexible. Aujourd'hui, on peut s'engager seulement 2 heures par mois, par exemple, si on le souhaite. On a un système de créneaux de bénévolat. On accueille les personnes dans nos points d'accueil, qui sont dans les grandes villes dans lesquelles on est présent. Et aujourd'hui, chaque bénévole est libre de s'engager à hauteur de son temps libre. Il y aura toujours besoin, puisque on a constamment des personnes dans nos points d'accueil à accompagner. Alors, il y aura toujours besoin, mais vous cherchez à peu près combien de bénévoles ? On cherche 1200 bénévoles actuellement sur tout le territoire. Et ça, c'est un objectif facilement atteignable ? Oui et non, ça dépend. On a beaucoup de personnes qui connaissent aujourd'hui Emmaüs. L'enjeu maintenant, c'est d'intéresser sur ce sujet-là de la fracture numérique. Et il vous semble que globalement, en France, il y a une mobilisation suffisante autour de l'inclusion numérique ? Il y a quand même une meilleure connaissance depuis le Covid notamment. Ça a vraiment créé un déclic. Et nous d'ailleurs, on l'a vu, on n'a jamais eu autant de demandes de bénévolat depuis la crise Covid. Beaucoup de personnes se sont rendues compte en fait que le numérique était partout, que si on n'était pas connecté, on ne pouvait pas rester en contact avec ses proches. Donc ça a créé un déclic. Ensuite, maintenant la vie a repris. Il faut maintenir cette dynamique et c'est tout l'enjeu. C'est pour ça qu'au-delà de notre campagne de mobilisation, toute l'année, on fait en sorte d'accueillir de nouveaux bénévoles. Et il y a un essoufflement du bénévolat en France ? Globalement, oui. C'est plus compliqué pour les personnes de se dégager du temps. C'est aujourd'hui une activité qui est réservée aux personnes globalement très diplômées. D'ailleurs, nos bénévoles aussi ont ces profils-là en général. Donc effectivement, le bénévolat en France est plutôt en diminution aujourd'hui. Alors, sur la partie matérielle, donc vous réalisez des collectes. 13 000 équipements ont été collectés à ce jour. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut un taux de renouvellement important ? Alors, effectivement, nous, les personnes qui viennent chez nous, qu'on accompagne, en général, c'est ça le premier frein, c'est qu'elles n'ont pas d'équipement. Donc, nous, on va les accompagner, mais très vite, on se rend compte que si elles n'ont pas de quoi exercer chez elles vont perdre en confiance et c'est peu efficace. C'est pour ça qu'on a lancé, il y a 2 ans maintenant, la collecte.tech, qui est un site de collecte massif d'équipements numériques auprès d'entreprises. Ce qui se passe, c'est qu'on va interpeller les entreprises pour qu'elles nous donnent leur flotte non utilisée. Nous, on va les reconditionner à travers un réseau de reconditionneurs solidaires pour ensuite les revendre à tarif très solidaire au public qu'on accompagne. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on manque de stock. Dans nos points d'accueil, on a parfois des listes d'attente de plusieurs mois pour pouvoir se procurer un ordinateur. Et c'est voilà ce que j'allais dire, c'est en particulier des ordinateurs dont on a besoin ? Surtout les ordinateurs, plutôt des ordinateurs portables. Ensuite, les smartphones sont également très utiles. Au-delà des démarches individuelles, parce que l'appel au bénévolat, ça concerne chacun d'entre nous. Vous avez expliqué qu'on peut même donner que 2 heures de notre temps par mois, c'est pas énorme. Comment peuvent s'impliquer davantage les acteurs privés ? Par le don de matériel, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui, par des financements sur nos différents projets bien entendu, par le fait d'en parler, par du mécénat de compétences aussi. De plus en plus d'entreprises Comment ça fonctionne, ça se mettent dans ces démarches-là. C'est un temps qui est alloué aux collaborateurs pour pouvoir fournir des compétences à des structures qui en ont besoin sur leur temps de travail. Nous, dans ce cadre, on a déjà accueilli des personnes qui ont pu nous aider pour notre système informatique, par exemple. Yann Lechel, vous connaissiez Emmaüs Connect ? Oui, mais nous n'avons pas encore participé. En revanche, la collecte de matériel, oui.
Merci beaucoup Adèle Muller, donc responsable du bénévolat chez Emmaüs Connect, donc membre du réseau Emmaüs. Je rappelle donc cet appel que vous lancez au bénévolat dans le cadre de ces journées engagées dans toute la France du 8 au 15 octobre. C'est parti dans Smart Tech pour la suite de l'actualité, c'est le moment du débrief. Le débrief de l'actu dans Smart Tech cette semaine, c'est avec Yann Lechel, le CEO de Scaleway, et Alain Staron, le cofondateur d'Artifil. Également en plateau, Adèle Muller de l'association Emmaüs Connect. Vous pourrez bien évidemment participer au débat sur ces actus qui nous ont fait réagir. Nous, cette semaine, on va commencer par MetaConnect. C'était l'événement GAFAM, on va dire, de la semaine, avec donc Meta, maison Facebook, qui tenait sa conférence annuelle. C'était l'occasion évidemment de présenter des nouveautés sur le métavers et aussi de parler des projets à venir. Première question, est-ce que ça y est, ça vous fait enfin rêver, le métavers de Meta? Yann? Toujours pas. Ah mince alors. Toujours pas. J'ai goûté un petit peu à la réalité augmentée en 1995 et j'ai l'impression que ça n'a pas évolué en 25 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'on est toujours avec ces lunettes assez grossières, lourdes et qui ne nous transportent pas véritablement. Moi, je crois plutôt dans la réalité augmentée qui viendra un peu plus tard et qui va hybridiser un petit peu le monde réel et le monde irréel. C'est un discours à la Tim Cook là, que vous tenez, Yann. Plutôt parce qu'en réalité, la réalité virtuelle semble un petit peu forcée. C'est-à-dire qu'on le voit, Facebook tente une mutation. Oui. Leur stock, d'ailleurs, est pénalisé parce que leur activité principale publicitaire au sein de Facebook et d'Instagram pose des problèmes de sécurité des données personnelles, privacy issues, et donc l'univers Facebook est décrié de par son contrôle sur nos données. Et donc on voit très bien cette marche forcée pour convertir le groupe dans une activité nouvelle, et on y met le NFT, on y met le Web3, etc. Ça semble un petit peu en avance de phase. Je pense que les technologies ne sont pas encore assez mûres, et MetaConnect est tout simplement cette conférence annuelle qui vise à attirer les développeurs pour créer du contenu. Cet engouement qui fait que les développeurs vont faire que la plateforme elle-même sera valorisée puisqu'il y aura d'autant plus de clients par le. Oui, c'est un moment assez clé quand même pour le groupe parce que c'est là où ils vont réussir à convaincre ou non de créer un écosystème très riche de nouveaux services. Mais on l'a vu évidemment sur les dernières décennies, et Microsoft et Apple avec la WWDC annuelle qui fédère ces communautés de développeurs. Et aujourd'hui, on sent que c'est une marche forcée, encore une fois. Les éditeurs de jeux, par exemple, évidemment, auront beaucoup plus de chiffre d'affaires sur un jeu en 2D, c'est-à-dire de la 3D projetée sur un écran en 2D, que dans une réalité augmentée, parce que le terminal n'est pas encore à la hauteur des attentes. Alors, il y a eu quand même des annonces sur le jeu. Mark Zuckerberg essaye justement de montrer que ça rapporte de l'argent aujourd'hui, de lancer des jeux avec Meta. On a eu la présentation donc, d'un nouveau casque de réalité virtuelle, vraiment là dédié pour les pros. Il en porte même le nom, le MetaQuest Pro. $1 500 le coût de ce casque, donc c'est vraiment pour des usages entreprises. Mais il y a aussi de la réalité augmentée, puisqu'on a vu les Ray-Ban Stories. Donc finalement, il travaille un petit peu les deux sujets, là, Mark Zuckerberg, du futur, à savoir réalité virtuelle, réalité augmentée. Sa base, c'est le grand public, donc il ne peut pas s'en défaire. Et en même temps, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est d'abord professionnel. Ouais. L'annonce qu'il a faite avec Microsoft, c'est rien d'autre que ça. Dire Teams va passer en réalité augmentée, on verra ce que ça donne. Moi, déjà, j'ai du mal avec Teams, avec les réseaux traditionnels. Donc, bon, j'ai un peu un doute. Ensuite, enfin, c'est vrai qu'il a vu qu'évidemment, le business model, il se trouvait du côté du B2B. Bien sûr. Et avant qu'on ait tous des grosses lunettes à $1 500 ou $1 700 sur la tête, c'est juste pas possible, ça marche pas. Je partage tout à fait ce que dit Anne. Facebook avait un gros problème. Facebook a disparu, bienvenue Meta. Voilà. Et puis on essaie de faire le ménage. Mais la réalité augmentée est inévitable, de la même manière que le téléphone est déjà une forme de réalité augmentée, puisque au niveau de la connaissance, on utilise Wikipédia ou Google pour faire une recherche et augmenter notre connaissance lorsqu'on marche dans la rue. Le fait qu'on ait une petite interface visuelle qui se rajoute sur le corps n'est qu'à quelques années, au pire dizaines d'années.
Et il a aussi montré, enfin son laboratoire R&D a aussi montré un bracelet qui permettrait de piloter des objets virtuels sans en avoir directement le contact. Bon, il y avait quelques petites choses futuristes quand même, non? Ça vous a pas du tout fait rêver, ça? Non, parce qu'on sait faire sans même aucun bracelet avec certaines consoles de jeux. Donc, il se cherche. Mais il dit, j'en ai pour 10 ans. Hein. Il reconnaît lui-même qu'il est parti pour 10 ans. Et on pourrait se critiquer, dire que nous ne sommes pas de la bonne génération, mais les jeunes n'ont pas non plus cet engouement parce que, encore une fois, l'interface n'est pas mûre. Au prix, le problème est réglé. Enfin, Tout à fait. Il y a l'instant avatar aussi, Alain. Pouvoir créer son avatar très très rapidement, simplement en se scannant avec son smartphone. Oui, ça existe depuis très, On sent bien quand même que ça, c'est des choses qui arrivent. Quand il y a des boîtes comme Meta qui s'en emparent, c'est quand même un signe d'accélération. Mais il faut une masse critique d'utilisateurs à travers toutes ces industries, que ce soit le jeu, que ce soit les conférences vidéo qui seraient transposées dans le métavers. Il faudra une masse critique. Cette masse critique, elle prend un certain temps à être construite. Ensuite, il y a un tipping point. Mais là, on verra d'autres acteurs comme Apple, par exemple, qui viendront s'engouffrer. Bon, et puis c'est vrai qu'en ce moment, Meta n'est pas non plus au top de la vague. Donc, Alors, il accélère, il fait des passerelles avec Insta. Donc, on voit bien qu'il cherche à rattraper cette masse critique plus vite qu'eux. Mais à ce moment-là, il perd la réalité augmentée. Enfin, je ne sais pas comment... Bon, après avoir essayé de vous faire rêver, je vais peut-être vous plonger dans un cauchemar. En tout cas, c'est la deuxième actu du débrief. On va parler du transfert des données entre l'UE et les États-Unis. C'est Joe Biden qui a signé un décret qui permettrait enfin de retrouver un privacy shield. Je dis enfin parce que finalement on est dans un flou juridique aujourd'hui sur la question du transfert des données entre l'Europe et les États-Unis. Donc on se dit que si on trouve un accord, c'est pas plus mal. Mais peut-être que vous allez me dire que non, de toute façon, c'est quand même une mauvaise nouvelle, même si on trouve un nouvel accord. Alors, on le dit ou pas? C'est no data contre du pétrole. Le problème de cet accord, c'est qu'il est flou à nouveau. C'est un executive order, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi. Et Max Schrems a déjà analysé la copie, semble dire que ça ne tient qu'à un fil et que quelque part, les conditions nécessaires et suffisantes pour préserver les données des Européens ne sont pas réunies dans ce executive order. Donc la critique est déjà assez pointue. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce flou juridique ne fait qu'entretenir la dominance des acteurs déjà dominants, essentiellement américains. Donc, on a une question à se poser en tant qu'Européens. Est-ce que l'on crée des accords pour que les choses se fassent comme d'habitude, c'est-à-dire avec un déséquilibre fondamental d'un point de vue géoéconomique, ou alors est-ce que l'on cherche véritablement à jouer des muscles pour imposer notre copie? Et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais est-ce qu'il y a une copie imposable? Est-ce qu'on a la formule qui ferait que on réussirait à contrer en fait la politique américaine sur le renseignement? Parce que c'est ça tout l'enjeu. Alors là, ils essayent de nous donner des gages de garantie en disant qu'il y aura une sorte de supervision pour s'assurer de la proportionnalité de la demande des renseignements américains sur la collecte des données et que des recours seront possibles. Enfin, le recours, ça arrive toujours trop tard. Et la supervision, elle est par une entité qui ne dépend que de l'exécutif. Donc, américain. Enfin, américain. Ouais. Ah, c'est ce que les analystes disent. Non, c'est compliqué. Et oui, il y a une réponse, bien sûr. Et cette réponse, elle existe depuis... j'ai participé à un livre blanc il y a 3 ans maintenant. Elle existe. On crypte les données sur les serveurs et on ne transmet que des données cryptées. Et la clé n'est pas détenue par le propriétaire du cloud. Donc, c'est mort. Ils ne peuvent plus rien faire. Ça existe, il faut juste le développer. Et mon sujet, c'est pas de continuer à se battre sur des clouds souverains. Mon sujet, c'est de mettre en place le next step, qui est de toute façon, on en parlera tout à l'heure, mais le cloud n'est pas forcément comment on appelle ça, le chemin obligatoire pour l'avenir. Et donc, il est urgent de se poser la question d'après et mettre en place la nouvelle technologie qui contrera une technologie. C'est pas la régulation qui contre une technologie, ça marche jamais. C'est une nouvelle technologie qui contre une ancienne technologie. Donc peut-être un système plus décentralisé que ce qu'on fait aujourd'hui avec le cloud. Mais en attendant, sur cette question des clés de chiffrement, moi ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, Yann Lechel, parce que j'ai assisté à une conférence où Google explique que dans son accord avec Thales, donc pour un cloud de confiance, même si ça, justement, ce terme est très discuté, c'est simple, en fait, nous dit Google, tout est chiffré et les clés, c'est Thales qui les a, c'est pas Google. Oui, en fait, on assiste là à une séparation des responsabilités. Donc, d'un côté, les clés sont
gérée par un acteur français, et de l'autre côté, une technologie dominante, en l'occurrence, d'une plateforme américaine. Donc, Mais ça suffit, ça, comme protection ? C'est une protection qui répond à la problématique de l'espionnage de masse, c'est-à-dire que normalement, la contrepartie américaine ne peut pas agir sur ces données puisqu'elles sont cryptées. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est la dominance justement des acteurs, ce modèle sous licence, ce modèle hybride, cloud dit cloud de confiance, alors que le cloud de confiance concerne plutôt le Secnum Cloud et la non-soumission aux lois extraterritoriales, mais ce modèle-là ne fait que renforcer le statu quo. Et la technologie, la souveraineté de la technologie, dont on ne parle pas simultanément avec ces sujets-là, n'est absolument pas garantie, au contraire. Souveraineté, donc c'est vraiment avoir une indépendance technologique. Bon, on enchaîne avec la troisième actu, le temps passe vite. Donc troisième actu du débrief, c'est l'annonce par Jean-Noël Barrot d'un travail avec les opérateurs sur la mise en veille automatique de nos box. Alors au début, il y a eu une petite confusion, on a cru comprendre qu'il s'agirait d'éteindre les box la nuit pendant qu'on n'utilise pas. Bon, c'est pas du tout ça, on s'en doute. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose, cette mise en veille automatique des box des Français ? Ouais, j'avais regardé ça dans des vies antérieures quand j'étais dans l'électronique grand public. Si chaque foyer a une box, les éteindre, enfin, la consommation de toutes les box, c'est un réacteur nucléaire. Et vous savez combien ça fait d'éoliennes ? J'en ai aucune idée. 1 million d'éoliennes. Sachant qu'en France, on a 8000 éoliennes. Donc, oui, ça pèse. Ça pèse, mais est-ce qu'elles vont vraiment être en veille si longtemps que ça ? Parce qu'on a tous des appareils Wi-Fi connectés en permanence finalement à notre box. Alors la notion de permanence, évidemment, c'est le sujet. On parle des heures de pointe, on parle de la nuit, etc. Je pense que ce sujet-là est à mettre au regard de la nécessité d'avoir un accès à l'Internet en permanence, justement, précisément parce que la société a basculé. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder dans l'ensemble. On a su se mettre en télétravail de force à cause du Covid. On a su le faire. Donc on a tous basculé dans cet environnement-là. Eh bien, les émissions, enfin le fait d'aller travailler, par exemple, représente 40% des émissions de CO2. 40% de CO2 viennent du fait de prendre sa voiture ou de prendre les transports en commun même, d'aller au travail et donc d'activer cette dualité chez soi et au travail. Le télétravail divise la facture en deux, globalement. Et donc la notion de box, pour moi, fait partie de ces sujets qui sont devenus des prérequis pour le citoyen et donc un besoin vital. Alors c'est vrai qu'on peut faire le calcul, ça représente beaucoup d'énergie, mais combien d'énergie est-ce que cela représente par rapport à l'équivalent en transport, par rapport à l'équivalent en oui, ça c'est l'éternel débat et pour l'instant personne n'a réussi à nous donner le résultat de ce ratio. Alors, bon, si on peut faire les calculs, on va trouver les choses. Alors, la question suivante, c'est évidemment, on ne va pas éteindre les box tout le temps. Donc, l'objectif, c'est on l'éteint quand tout le monde dort. Et là, je dis, attention. Parce qu'on continue à considérer que le Wi-Fi, c'est quelque chose pour connecter les gens. Mais on est passé dans un autre monde. Le Wi-Fi connecte les objets. Il y a un truc très bête, si vous avez une alarme de sécurité qui est connectée en Wi-Fi, si vous éteignez le Wi-Fi la nuit, votre appartement, votre maison n'est plus sécurisé. Oui, mais là justement, la box ne passera en veille que si elle ne détecte aucun appareil connecté en Wi-Fi. Donc c'est pour ça ma question, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ? Parce que finalement, dans quel cas on n'utilise pas du tout sa box de moins en moins ? Il me semble que l'idée est plutôt de laisser le choix aux consommateurs, de réduire. Absolument. C'est-à-dire que l'appel est plutôt un appel à l'éveil du sujet. C'est un peu l'appel du col roulé, c'est la même chose, quoi. Voilà. Comment pouvons-nous réduire de manière citoyenne, de manière responsable, notamment par exemple la box TV, qui est différente de la box Wi-Fi. Alors oui, alors moi sur ma box télé, j'ai une fonctionnalité. Là, c'est beaucoup plus simple. Si je la regarde pas, je lui dis de se mettre en veille profonde. Elle mettra un peu plus de temps à se rallumer, mais c'est pas très gênant. Un mot là-dessus peut-être, Adèle ? Assez d'accord avec l'analyse. Ça dépend beaucoup des consommations des uns et des autres. Et je pense que c'est, comme souvent dans ce type de sujet, une réflexion assez globale à avoir sur notre rapport à toutes ces consommations. Et voilà, isolément, c'est assez peu intéressant. Ouais.
Démarche effectivement citoyenne surtout à avoir. Alors, dernière actu qu'on va commenter ensemble avant d'avoir vos propres actualités à vous, c'est l'Europe peut-être future championne de la tech. Alors là, c'est Niklas Zennström qui nous offre ce moment d'optimisme dans une interview donnée à Wired. Il nous dit qu'on pourrait reprendre comme ça le leadership dans le numérique. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui. On a les investissements et surtout beaucoup de start-up et beaucoup de jeunes qui s'impliquent aujourd'hui dans l'entreprise pour créer des start-up qui ont une cause, qui répondent à une cause, qui servent à quelque chose, qui vont répondre aux enjeux importants de la société demain. Oui, alors il espère que le fait d'avoir une cause va rendre un peu plus volontaristes les investisseurs européens, dont on sait qu'ils sont beaucoup plus frileux que les investisseurs anglo-saxons. Et ça, c'est culturel. C'est aux US, quand on a un échec, tant mieux, bravo, vous êtes en train d'apprendre. En Europe, en France en particulier, quand on a un échec, vous êtes mort. Alors, Niklas, qui dans cet article raconte aussi un petit peu son histoire, il explique justement comment ça a quand même bien changé. Au tout début, ses premières initiatives avec Casa et puis avec Skype et tout ça, il a eu beaucoup de mal à convaincre les investisseurs. Aujourd'hui, on a quand même un venture capitaliste qui est beaucoup plus présent en Europe. Oui, l'Europe, la France en particulier, on en parle beaucoup évidemment localement, régionalement, mais nous avons rattrapé en tout cas un stade d'écosystème avec une certaine maturité, avec toutes les séries qui vont bien, un petit peu d'M&A. Alors c'est un sujet parce que tout de même Skype a été vendu à Microsoft, et donc cette propriété intellectuelle, cette valeur qui était européenne est devenue une valeur américaine. Donc le transfert a eu lieu, donc nous avons perdu cet actif. Moi, ce qui m'intéresse dans ce débat-là, c'est évidemment la position de l'Europe par rapport à sa culture. Les Européens sont tourmentés, ils ont une pensée complexe. Nous avons d'un côté la moralité et la légalité. Aux États-Unis, c'est un modèle un peu différent. Ce qui n'est pas illégal est moral. Et puis en Chine, la moralité, c'est l'État. Donc on a des modèles qui sont radicalement différents. Donc la question est de savoir si on peut effectivement créer des acteurs dominants dans le monde avec ce genre de contexte et d'approche au business. Malheureusement, en général, ça ne vend pas bien. Par exemple, le RGPD, ça ne vend pas bien. On n'a pas fait plus de business grâce au RGPD. Au contraire, on a aidé des acteurs dominants à venir nous coloniser en quelque sorte. Je retiens la phrase de Philippe De Vos dans son livre De mémoire vive qui disait de manière très, très juste n'étant pas dans la concurrence mondiale, l'Europe ou la communauté européenne n'a comme seule puissance que la capacité d'édicter les lois qui permettent de conquérir son propre marché. C'est-à-dire qu'on a cette capacité aujourd'hui de créer des startups, mais nous n'avons pas d'exit market comme aux États-Unis, et nous n'avons pas cette capacité à la fois de conquérir un marché cohérent qui est le nôtre, puisqu'il est fragmenté, il est complexe. Et donc, est-ce que l'on est capable finalement d'aller chercher des parts de marché aux États-Unis de manière extrêmement puissante, comme le font les Américains eux-mêmes sur leur propre territoire. Donc voilà, moi je suis très enthousiaste parce que je pense qu'il faut défendre nos valeurs et on le fait plutôt bien. Le moment d'inertie est plutôt favorable, mais il est difficile de se projeter comme étant aussi puissant que les États-Unis parce que l'Europe ne nous aide pas. Nous ne nous aidons pas nous-mêmes sur ce sujet-là. Alors, moi, je vais peut-être aller un petit peu au-delà de cette interview de Niklas, pour rester un peu dans l'optimisme. Il y a effectivement l'aspect régulation, la morale du numérique, à quoi sert le numérique dans la société, des valeurs que porte l'Europe, mais il y a aussi l'industrie créative, qui est très importante aujourd'hui. On a parlé des métavers, mais on a besoin pour ça d'avoir des super créatifs. Le monde du luxe, c'est aussi tout ça des puissances économiques potentielles qu'on a en Europe. C'est notre soft power, c'est-à-dire que nous n'avons pas réussi à le transformer en puissance géoéconomique, mais nous avons cette capacité que l'on a peut-être déjà développée à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire que l'Europe a réussi à changer le monde avec des idées très fortes, très, très humanistes. Donc, Renaissance 2.0, est-ce que c'est ça finalement notre contribution ? En tout cas, d'un point de vue géoéconomique, je suis plus mitigé. D'un point de vue des valeurs, je pense que les Européens ont justement ce curseur qui est peut-être au meilleur endroit. Bon, en tout cas, on a avec nous
Parce que l'actu, c'est ça aussi, c'est les gens qui viennent dans Smart Tech. On a avec nous une future star, future star du CES de Las Vegas, Alain Staron. Vous étiez lundi au CES Unveil à Paris. Que s'est-il passé? CES Unveil raconte comme d'habitude ce qui va se passer au prochain CES. Et entre nous, hein, on ne parle pas d'explosion du nombre de stands et du nombre de visiteurs. Il y a un autre sujet sur post-Covid, la disruption des organisateurs d'événements. Mais ce n'est pas le sujet. Et donc tous les ans, il y a quand même il y a au moins un petit millier de startups qui viennent dans le monde entier, hein, dont un bon quart français. Donc c'est quand même toujours la première représentation internationale. Et ils choisissent tous les ans de donner des Innovation Awards à certaines startups. Et on est très fiers parce que cette année, nous avons eu un Innovation Award. Félicitations. Et Innovation Award pour ça. Donc ça, c'est une alarme qui est toute en autonome. Hein. On la scotche sur la porte et puis on s'en va. Elle marche pendant 2 ans sans qu'on fasse rien. Donc c'est très bien pour l'illettrisme parce que vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Elle marche toute seule. C'est très bien dans l'économie de demain. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Europe freine, est en retard aussi parce qu'on a plein de langages. Aux US, vous avez 400 millions d'Américains qui parlent anglais, donc c'est tout de suite plus facile, ou 500 millions. Ça parle plus. Enfin, ça dit quelques mots dans chacune des langues, mais c'est totalement autonome. Alors, on n'utilise pas le Wi-Fi parce que justement... C'est ce que j'allais vous poser comme question. Et non, alors. justement, on communique 40 secondes par jour. Ça va, en termes d'énergie, en termes de consommation, on est quand même très très bon même. Et donc voilà, c'est l'avenir, et l'avenir de manière un peu plus générique, tel qu'on le voit nous, et ça c'est très bien pour l'Europe. C'est en quoi si vous communiquez pas en Wi-Fi, vous communiquez en cellulaire. Ok. 4G, 5G. Ce qui est très bien, c'est que là on va vers ce qu'on appelle nous le monde des essaims d'objets autonomes. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit machin, il a son intelligence artificielle embarquée. Alors, nous utilisons le cloud de Scaleway, donc tout va très bien, mais le travail se fait là, et on utilise Scaleway de temps en temps pour mettre à jour les données. Donc on est bien dans une architecture répartie où c'est pas très grave, si le cloud était à l'étranger, parce que d'abord tout est crypté, et ensuite tout se passe là. Ça se passe pas. Bon, vous avez quand même fait un choix de cloud français, et c'est très bien, on est ravis. Ça me donne l'occasion de passer la parole à Yann Lechel. Quelle est l'actu qui vous a marqué cette semaine? Alors moi, j'ai été saisi par la réussite de la NASA sur ce projet DART, qui signifie fléchette, hein, et qui a permis de détourner, en tout cas de déplacer l'orbite d'une astéroïde pour simuler finalement la capacité de l'espèce humaine à se défendre contre une météorite qui viendrait nous menacer. Donc c'est intéressant. Encore les Américains qui sauvent la planète. Encore les Américains. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est là devant une prouesse technologique qui montre qu'on est capable tout de même de répondre à des défis conséquents. C'est peut-être la première fois que l'humain est capable d'agir de manière extraplanétaire, d'un point de vue significatif par rapport à ses propres besoins. Et à l'inverse, donc, ce qui est saisissant en ce moment, c'est que nous avons un tas de problèmes sur Terre. Un tas de problèmes sur Terre et qu'on ne sait pas encore résoudre. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais juste, moi, mais j'ai plus le temps, mais je le dis très vite, signaler quand même la naissance de Sista Fund 1. C'est un fonds d'investissement de 30 millions d'euros pour l'instant, mais il vise les 100 millions rapidement pour investir dans les premières levées de fonds de start-up dirigées ou co-dirigées par des femmes. Merci beaucoup pour vos commentaires sur l'actualité. Yann Lechel de Scaleway, Alain Staron d'Artifil et Adèle Muller d'Emmaüs Connect. À suivre dans Smart Tech, on va découvrir une nouvelle intelligence artificielle qui sait écrire. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, c'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. Je suis toujours en compagnie d'Alain Staron, le cofondateur d'Artifil, qui reste avec moi pour notre rendez-vous avec David Defendi, le fondateur de Genario. David Defendi, vous êtes connecté avec nous à distance. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié des romans chez des éditeurs importants. Vous avez aussi écrit des scénarios pour des chaînes de télé. Et puis là, vous fondez, il y a 3 ans, avec un ingénieur spécialiste en intelligence artificielle, Genario, donc une plateforme qui embarque une intelligence artificielle que vous dites entièrement dédiée au service des écrivains, mais plus largement à tous ceux qui ont quelque chose à écrire. Est-ce que les écrivains ont besoin d'intelligence artificielle, David Defendi? Oui, les écrivains ont besoin de technologie. Les écrivains sont nés avec l'invention de l'imprimerie et évidemment la technologie a accompagné les narrateurs
même avec l'invention de la caméra au début du 19e siècle qui a donné naissance au cinéma. Et je pense que la technologie et les arts doivent redevenir un peu beaucoup plus amicaux entre eux et ne pas se méfier les uns des autres. Je pense que la science a beaucoup à apporter au domaine des arts et notamment aux romanciers et à la télévision évidemment qui a elle-même une technologie. Mais alors là, concrètement, votre plateforme, elle leur apporte quoi aux écrivains? Alors, l'intelligence artificielle permet de faire des choses plus vite. Et elle permet de lire des romans de 300 pages en comprenant en quelques secondes. Si vous avez écrit un roman, vous pouvez même accéder à une bibliothèque de chefs-d'œuvre. Et en quelques secondes, vous aurez accès aux émotions de vos personnages, aux trajectoires sentimentales de vos personnages, aux thématiques que vous abordez. Et on pourra comparer votre texte avec une bibliothèque de chefs-d'œuvre selon certaines similarités, que ce soit au niveau du style, au niveau des thématiques, au niveau du caractère et de la psychologie de vos personnages. Donc on a entraîné l'intelligence artificielle avec des livres d'Homère, de Balzac, de Shakespeare, jusqu'à des livres de Houellebecq et de Virginie Despentes. Et on lui apprend à lire. On lui a appris à lire de la littérature et des scénarios pour qu'elle puisse ensuite nous aider à mieux expertiser, à mieux comprendre les structures d'une histoire. Pardon, mais ça part juste de l'analyse de texte ou ça va analyser également ce que nous, on a écrit et le comparer à ce qui a déjà été écrit? Parce que ça, c'est plutôt très frustrant de se dire finalement tout a déjà été dit, tout a déjà été raconté, tous les personnages ont été déjà inventés dans les romans et les séries. Alors, il y a une part de structure un petit peu archétypale, un petit peu, je dirais pas éternelle parce que ça évolue, mais disons que les émotions des personnages, quand on lit les Grecs, quand on lit Sophocle, Euripide, Homère et la Bible, évidemment, les histoires d'amour, les histoires d'amitié, les trahisons, les histoires de famille, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes thématiques. La guerre de Troie, on peut comparer la guerre de Troie à la guerre qui se passe en Ukraine. Il y a des événements qui sont récurrents dans l'humanité, malheureusement ou heureusement. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui changent et l'innovation, elle va se jouer sur le progrès technique, le contexte. Il y a une part, c'est ce que disait Baudelaire de la poésie, il y a une part de nouveauté et une part d'éternité, en fait, dans la création artistique. Donc l'intelligence artificielle, elle, va surtout saisir ce qui est archétypal et ce qui est récurrent et un peu éternel, même si j'ai un peu peur de ce mot. Et par contre, l'écrivain, lui, va pouvoir intégrer ce qu'il a de son corps et de son rapport au monde contemporain. Ça, l'IA, elle n'est pas assez intelligente pour nous... Donc l'intelligence artificielle ne va pas changer la création. En revanche, elle va venir aider l'écrivain dans ses recherches, dans l'utilisation du vocabulaire adapté à l'époque dans laquelle se situe son roman. Enfin, c'est un outil de travail, c'est ça? Un outil de travail, exactement. Elle va aider la lecture pour l'instant, mais certaines innovations et dont on va les intégrer dans Génario, au niveau de la création de langage et de générateur de texte, il y a des innovations en ce moment de rupture vraiment très, très, très puissantes qui sont en train de se faire, notamment par OpenAI et GPT-3, et il y a des innovations en Angleterre, aux États-Unis, qui ne sont pas seulement de la lecture, mais qui commencent à être de l'écriture elle-même. Ouais. Et là, c'est une vraie rupture au niveau de la créativité, qui vont être aussi importantes, je pense, que l'invention de l'imprimerie. Mais alors, j'ai vu que vous vouliez devenir le Netflix de la littérature. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, alors, en fait, on n'est pas vraiment Netflix. On n'est pas vraiment Netflix parce que on n'est pas producteur de cinéma ni éditeur de texte. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans Netflix, et ce qu'on veut, c'est pouvoir réunir beaucoup d'histoires et pouvoir recommander des histoires en fonction des goûts de chacun. Je pense que Netflix a réinventé la manière de regarder des histoires et de regarder des séries. Et ça a changé de la télé et du cinéma. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qui pourrait être transcrit pour la littérature et pour les histoires en général. C'est qu'on peut réinventer la manière de lire et de trouver les textes qui nous plaisent, qui soient en accord avec nos goûts.
D'accord, une plateforme qui nous permettrait de choisir des lectures en fonction du moment, de nos émotions, de nos envies et de qui on est. Pourquoi pas? C'est aussi une plateforme de mise en relation des écrivains avec les éditeurs ou avec des producteurs TV. Ça, je sais que vous lancez cette plateforme de mise en relation le 1er novembre. Je voulais faire réagir Alain Staron, parce que là, on parle de l'intelligence artificielle, c'est votre sujet aussi. Absolument, c'est très très intéressant. Il y a 3 sujets dans ce qu'on vient d'entendre, hein. Il y a d'abord l'aide à produire. Il y a ensuite la possibilité de faire en complément, d'écrire en complément. Ouais. Et il y a enfin le moteur de recommandation. Alors, le moteur de recommandation, c'est ce qui m'embête le plus, parce que ça enferme les gens dans ce qu'ils connaissent déjà. Donc, c'est le contraire de la curiosité. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et quand on est sur Netflix, et si on écoute les moteurs de recommandation de Netflix, on passe à côté de plein de trucs. Et voilà. Sur le côté analyse, oui, c'est le b.a.-ba de l'IA. C'est pour ça qu'elle est d'abord faite. Et c'est effectivement tout à fait performant. Et j'adore l'initiative qui va permettre de mettre ça en musique concrètement, parce qu'on parle un peu de théorie, là on est concret. Après, sur le écrire à la place, oui. Eh ben c'est comme dit monsieur, c'est le next step. Et là, c'est une vraie rupture et personne ne sait où on va, mais on va y aller. Mais c'est vrai que ça accélère beaucoup. Merci beaucoup, David Defendi, donc le fondateur de Génario. À suivre dans Smart Tech. Merci à vous. À suivre dans Smart Tech, où va le web? On termine donc par cette pastille qui nous plonge dans les futurs possibles d'Internet. Et aujourd'hui, Eva va nous présenter un outil français dédié à la formation dans le métavers. Salut à tous, Zoom aujourd'hui sur un métaverse dédié aux ressources humaines, plus précisément à la formation. Un outil made in France nommé Wixar. Fini la salle de formation avec le formateur et son vidéoprojecteur. La technologie du métaverse entend révolutionner la manière dont on se forme. Le constat de départ, un apprenant ne retient en moyenne que 10% de la formation qu'il a suivie. 90% se retrouvent donc à la poubelle. Selon les spécialistes du secteur, l'immersion, elle, va au contraire favoriser l'apprentissage. Le principe est simple, on enfile son casque de réalité virtuelle et on voyage dans l'univers et le scénario créé par l'entreprise. Elle définit également elle-même les messages à faire passer et les questions à poser pour évaluer le niveau. Images 3D et son donnent le sentiment d'une plongée à 360 degrés. Le monde réel autour de vous s'efface totalement. Vous êtes dans la formation, vous n'y êtes plus seulement spectateur. C'est là que les émotions ressenties permettent de se souvenir plus facilement du contenu de la formation. On parle là d'ancrage mémoriel. Ce concept séduit de plus en plus d'entreprises. Le secteur hospitalier a déjà fait appel à cette technologie. L'objectif, former ses agents de service hospitaliers. Le scénario place les candidats dans leur propre rôle sur leur vrai lieu de travail. Grâce au casque de réalité virtuelle, ils doivent identifier par eux-mêmes les zones à risque, choisir le bon outil pour les désinfecter et effectuer, entre autres, un bio-nettoyage. L'enjeu est de les mettre face à des cas sur lesquels ils apprendront, d'autant plus qu'ils pourront faire des tests et des erreurs sans conséquence. Autre cas d'usage, les personnes en recherche d'emploi. Là encore, l'immersion 360 degrés permet de vivre la journée type d'un professionnel d'un métier en tension. On expérimente l'environnement, les interactions sociales, les envies, les doutes et les missions du métier comme un vrai professionnel du secteur. Autre avantage, la technologie se veut accessible à tous les publics, notamment aux populations à faible niveau d'instruction ou peu à l'aise avec le français, car sont privilégiés ici l'image, les schémas ainsi que le langage oral. Alors, le métaverse, nouvelle boîte à outils RH ? Merci Eva, merci Alain Staron d'Artifil qui est resté avec moi jusqu'à la fin de cette émission. Merci à vous de nous suivre. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Les aventures de la tech continuent sur Smart Tech évidemment et sur Bismart.